Monsieur Bodis, bonjour. Bonjour. Monsieur Bodis, vous êtes bien sûr tout d'abord maire de Toulouse et à ce titre, vous êtes quelqu'un d'extrêmement populaire à Toulouse d'une part et en France d'autre part. À quoi vous attribuez cette popularité? C'est pas parce qu'on est maire qu'on est forcément populaire. On peut être maire et impopulaire. Bon, effectivement, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, on me dira, mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a, disons, un bon phénomène de sympathie et d'osmose entre le maire et la population ici à Toulouse. Pourquoi ? Probablement parce que je me consacre entièrement et totalement à mon travail de maire de Toulouse. Que je n'ai pas d'autres ambitions que de gérer cette ville, que d'accompagner et de faciliter, dans la mesure des moyens, son développement, sa croissance et son essor. Je crois que les Français souhaitent de plus en plus que les élus se consacrent à la responsabilité qui est la leur, et plutôt que de s'éparpiller, plutôt que de développer des plans de carrière qui les amènent toujours à se tourner déjà vers une autre responsabilité, vouloir devenir ministre, vouloir devenir Premier ministre, vouloir devenir président de la République. Moi, ce que j'ai dit aux Toulousains, je suis maire de Toulouse, c'est ma vie, c'est ma passion, je ne demande pas autre chose, je n'aspire pas à autre chose, je me consacre totalement à ma ville. Et je crois que c'est ce que les gens, en dehors de toute considération politique, je crois que c'est ce que les gens apprécient. Vous avez l'image d'un homme posé, calme, équilibré. Est-ce que vos fonctions ne vous obligent pas parfois à avoir une personnalité différente? Est-ce qu'on peut vous voir parfois dans les couloirs de la mairie en train de vociférer en état de mauvaise humeur? Non, je ne vocifère pas, ça c'est un problème de tempérament. J'aime pas crier, j'aime pas hausser le ton. Cela dit, il m'arrive de faire preuve de fermeté. Vous savez, vous pouvez pas diriger une mairie comme celle-là, avec un budget de près de 3 milliards de francs, avec près de 8000 employés, une multitude de secteurs, d'activités, l'économie, la culture, la circulation, les transports en commun, l'éclairage public, les cantines scolaires, les colonies de vacances, que sais-je encore, sans avoir des décisions qui sont parfois difficiles à prendre, sans avoir parfois à faire preuve d'autorité pour imposer une décision ou pour arbitrer un conflit. Ce qui revient sur mon bureau et ce dont j'ai à prendre connaissance, ce sont par définition les choses qui posent problème. Ce qui va bien, je n'entends pas parler, tant mieux, ça se passe tout seul. Donc ce qui arrive sur le bureau du maire, c'est toujours ce qui pose problème, ce qui présente des difficultés, là où il faut arbitrer entre différentes solutions. Et bon, il faut parfois le faire avec courage, avec détermination. On ne peut pas être maire d'une grande ville comme Toulouse en disant oui à tout le monde, sur tous les sujets. C'est ce que j'ai vite découvert dans l'exercice de cette fonction. Le plus difficile et le plus nécessaire, c'est de savoir dire non. Mais il faut le faire calmement, il faut le faire en expliquant, en disant pourquoi. Il ne faut pas le faire sur le coup de l'humeur ou de la mauvaise humeur ou du ressentiment. Il faut le faire en ayant bien pesé le pour et le contre de chaque décision. Et puis quand on prend sa décision, il faut l'expliquer. Comment vous vivez votre célébrité? Est-ce que parfois vous n'êtes pas en état de manque de disponibilité? La difficulté quand on exerce un métier public, c'est le cas de la mairie ou c'était le cas auparavant lorsque j'étais journaliste à la télévision, la difficulté c'est de savoir conserver un peu de temps pour soi et pour les siens, pour sa famille, pour ses amis. Il est vrai que j'ai peu de temps. J'arrive à la mairie à 8h le matin, je la quitte généralement vers 21h le soir, c'est-à-dire j'ai de longues journées, de 12 heures, de 13 heures de travail. Et le week-end, comme tout élu, le samedi, le dimanche, je suis également sur le terrain, comme on dit, c'est-à-dire proche de la population, dans des fêtes de quartier, dans des kermesses d'école, dans des balles du 3e âge, dans des manifestations sportives. J'essaye de temps en temps, tous les 2 mois, tous les 3 mois, de prendre 4-5 jours, en partant assez loin, pour pas être harcelé par le téléphone, de réserver donc de temps en temps des plages de liberté pour moi et pour les miens. C'est-à-dire je pars avec ma famille, et puis à ce moment-là, je me consacre à ma femme, à mes enfants, à la lecture, à la réflexion. Et puis ensuite, je reviens, je me replonge dans le travail. Mais là, évidemment, le travail dans la vie publique, c'est 7 jours sur 7. Parce qu'il y a le travail au bureau, le travail administratif, il y a la présence sur le terrain. Et si on veut faire les deux, et je crois qu'il faut faire les deux, si on veut faire les deux, on a de très très grosses journées et on a 7 journées de travail par semaine. Mais il faut de temps en temps ménager des coupures. Professionnellement, vous êtes bien sûr aussi un journaliste très expérimenté. Vous avez effectué de nombreux voyages. Je pense notamment à celui du Proche-Orient. Au Proche-Orient, vous avez séjourné durant une bonne partie des années 70. Est-ce que ces différents voyages ont changé quelque chose pour vous dans la manière de voir la vie, par exemple? Oui, d'abord une ouverture sur le monde.
Quand je suis parti au Liban, je connaissais l'étranger par le biais des vacances ou d'un voyage, mais j'avais jamais vécu à l'étranger. Là, j'ai vécu pendant 5 ans au Proche-Orient, et donc ça m'a appris à connaître une partie du monde. Et puis c'est toujours une remise en question quand on fait ses valises, pas pour 2 mois, mais quand on fait ses valises pour plusieurs années. Et puis par ailleurs, j'ai beaucoup appris aussi dans cette expérience parce que j'ai travaillé et j'ai vécu dans une région déchirée, dans une région en guerre. J'ai connu le Liban avant la guerre civile et puis j'ai assisté au déclenchement de la guerre civile et aux 2 premières années de combat, ce qui amène à relativiser beaucoup de choses. C'est une grande leçon de la vie, la guerre. Et il est certain qu'on ne sort pas de 2 années de guerre civile telles qu'on y est entré. On voit les choses tout autrement. Et puis on apprend que la chose la plus précieuse, c'est la vie. Vous avez justement côtoyé quotidiennement et régulièrement le danger. Vous n'avez jamais eu peur de la mort? Si, bien sûr. Bien sûr. Comme tous ceux qui ont vécu là-bas ou qui vivent encore. Comme tous les journalistes qui ont fait ce métier là-bas au Liban ou sur d'autres théâtres d'opération. J'ai eu à plusieurs reprises peur de la mort, peur d'une blessure grave. J'ai été blessé un jour, mais fort heureusement, c'était des blessures superficielles. En fait, disons, pendant 1 an à 1 an et demi, j'ai vécu en me disant chaque matin, quand je me réveillais, quand je me rasais dans ma salle de bain, peut-être je ne serai plus là ce soir. Ça aussi, c'est une expérience. Et encore une fois, ça amène à relativiser des choses. Il y a telle ou telle chose qui peut vous paraître très très importante dans l'existence, puis quand vous êtes confronté à ce type de situation, vous remettez les choses en place. Il y a des choses qui au fond peuvent paraître importantes et qui finissent dans ces cas-là par paraître un peu dérisoires. Et on s'aperçoit que d'abord il faut savoir profiter de l'instant, parce qu'on ne sait jamais si on sera en vie le lendemain. Il faut savoir profiter de l'instant et puis on s'aperçoit que ce qui est précieux, c'est la vie et la paix. Nous évoquions la mort. Quelles sont vos croyances en matière d'après-mort? Je suis croyant, je suis chrétien, donc je crois par conséquent à la vie éternelle. Vous y avez toujours cru? Non, j'y ai toujours cru. Vous savez, je suis passé, comme beaucoup de gens, je suppose, par, selon les périodes de ma vie, par des attitudes différentes de ce point de vue-là, vis-à-vis de la foi. Il est probable que mes convictions dans ce domaine sont plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans, il y a 15 ans. Parce que, il y a des périodes dans l'existence, et puis il y a des périodes également dans le temps qui court. C'est vrai qu'il fut un temps, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, où à cette époque-là j'avais une vingtaine d'années, 20 ans, où on avait un petit peu tous tendance à tout remettre en question, et puis on a assisté aussi à un retour des valeurs par la suite. Et puis je crois aussi à le destin personnel de chacun et son itinéraire. Il est certain qu'une expérience, par exemple, comme celle dont on parlait tout à l'heure, que j'ai vécue au Liban, a sans doute beaucoup contribué à me faire adhérer à nouveau à un certain nombre de principes et a sans doute beaucoup contribué à faire que je retrouve la solidité de certaines convictions. Revenons à présent à Toulouse. C'est une ville qui bouge énormément, au niveau de la musique notamment. De nombreux artistes issus justement de Toulouse ont démarré depuis quelques années une carrière nationale. Est-ce que vous suivez leur carrière de près et vers lequel ou lesquels va votre préférence? Je ne veux pas faire de classement. Je les connais tous ou presque tous. Beaucoup ont une ascension très rapide, si bien que j'ai assisté un peu à leur début. Je pense au groupe Gaulle, je pense à Jean-Pierre Madère, je pense à Serge Guiraud, j'ai eu le plaisir de marier il y a quelques jours. Et puis, depuis quelques mois, on assiste encore à d'autres succès. Paco, qui a une chanson qui a très bien marché. Je viens de voir l'autre jour à la télévision un clip d'un chanteur qui s'appelle Armingo, qui est en train de très bien réussir avec une très belle chanson. Il y a une école toulousaine de musique et de chansons. Il y a toujours eu à Toulouse un très grand engouement pour la musique, pour le chant. Mais il fut un temps où ceux qui voulaient réussir dans ce domaine devaient aller à Paris. C'était la génération Nougaro, où pour arriver à réussir, à se faire un nom, il fallait nécessairement aller s'installer dans la capitale. Parce qu'à l'époque, pour aller de Paris à Toulouse, c'était toujours un peu long. Tandis que maintenant, avec le pont aérien que nous avons entre Paris et Toulouse, avec une quinzaine de vols quotidiens, les artistes ont la possibilité de continuer à vivre
ici, à y conserver leurs amis, leur famille, leur maison, leur quartier. Donc de bonnes conditions pour créer, pour écrire de la musique, pour écrire des chansons. Et puis, en 1 heure d'avion, ils sont à Paris, s'ils ont une émission de télévision, une émission de radio. Et j'ajoute qu'ils ont également la possibilité ici d'enregistrer. Il y a de très bons studios d'enregistrement à Toulouse. Et il y a d'ailleurs des chanteurs qui ne sont pas du tout toulousains, qui viennent passer 10 jours, 15 jours à Toulouse pour travailler leurs enregistrements dans tel ou tel studio. Donc au fond, les chanteurs toulousains, ils ont les studios à côté de chez eux. Ils peuvent continuer à vivre chez eux, dans leur quartier, au milieu de leurs amis et de leurs proches. Et ils peuvent, en 1 heure d'avion, être à Paris s'ils passent dans une émission de télévision ou de radio. Est-ce qu'en général, les variétés font partie de votre monde? Oh ben oui, comme tout le monde. J'aime bien le matin ou en voiture. Écouter des musiques de variété. J'ai pas de discothèque de disques de variété, mais je les entends par la radio. Et vous avez toujours apprécié ou c'est Toulouse qui vous les a fait découvrir en fait? Non, j'ai toujours apprécié. J'aime bien la musique et j'ai toujours aimé comme ça avoir un peu un fond sonore. Et puis bon, quand il y a un morceau qui marche bien, qu'on entend souvent, qu'on a plaisir à écouter, c'est toujours agréable comme ça en voiture de l'entendre diffuser sur une radio. J'écoute la radio assez souvent le matin. J'écoute des informations, bien sûr. Enfin, j'aime bien de temps en temps avoir une petite plage musicale. Et puis en voiture. Quel style de musique préférez-vous, mis à part les variétés? Moi, j'ai pas des goûts très exclusifs. Hein. J'ai des goûts assez éclectiques dans ce domaine. J'aime bien les variétés. J'aime bien la musique. Les grands groupes on dit pop musique, je sais pas. Enfin, les Pink Floyd, en tout cas, par exemple. Hein. Moi, j'ai toujours une passion pour les Pink Floyd depuis 15-20 ans. Et puis j'aime bien aussi la musique classique. Mais ça dépend des moments, ça dépend des situations dans lesquelles on est. Est-ce qu'on a 5 minutes comme ça à consacrer à la musique? Alors, on met une station de radio, on écoute un peu de musique de variété. Si on sait qu'on a 1 heure ou 2 heures tranquillement chez soi à lire, à ce moment-là, on peut se choisir un bon disque et écouter tranquillement un concerto de bout en bout. Est-ce qu'il y a des choses que vous rejetez quand même catégoriquement en matière de musique? Oui, je vais vous dire tout simplement celle qui ne me plaît pas. Mais vous allez me dire quelle est celle qui ne vous plaît pas. Je ne peux pas vous dire, vous savez, c'est... D'abord, une musique qui me plaira un jour peut ne pas me plaire le lendemain en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. On peut avoir beaucoup de plaisir à écouter un morceau de variété sur sa radio en voiture, par exemple. Et puis, on n'aura pas envie de l'écouter le soir à 22h chez soi. On aura plutôt envie d'écouter un morceau de musique classique. Je crois que ça dépend des moments de la journée. Ça dépend du degré de disponibilité. L'avantage des variétés, c'est qu'on peut les écouter en faisant autre chose. Ça dépend du lieu dans lequel on se trouve, du temps dont on dispose. Parlons à présent de la télévision, où vous avez travaillé quand même pas mal de temps. Comment vous jugez l'état de santé, si j'ose dire, de la télévision actuellement? Tout le monde a toujours coutume de se plaindre de la télévision. Je trouve que quand même dans l'ensemble, on a une télévision assez diverse, avec 6 chaînes, à Toulouse 7 chaînes, puisqu'on a une télévision locale, qui offre un éventail très large. Je crois pas qu'on... Alors bon, il y a des soirs où, en passant d'une chaîne à l'autre, on se dit, tiens, franchement, ce soir, il y a pas grand-chose. Bref, si on prend la peine de regarder un programme de télévision, on s'aperçoit que chaque soir, à un moment ou à un autre de la soirée, il y a toujours un programme intéressant ou un bon film. Et il arrive même parfois qu'il y ait 2 ou 3 programmes qu'on ait envie de voir simultanément. Bon, on peut à ce moment-là utiliser un magnétoscope pour enregistrer quelque chose. Enfin, je crois que dans l'ensemble, on ne peut pas dire que le téléspectateur français soit mal servi. Alors, on peut toujours vouloir mieux, espérer mieux, mais disons que dans l'ensemble, quand on aime la télévision, moi j'aime bien la télévision, on a quand même toujours la possibilité de se distraire, de s'informer ou de se cultiver, d'apprendre des choses en regardant la télévision. Est-ce que le milieu de la télévision est malsain, comme certains le disent régulièrement? Bon, écoutez, moi, qu'on le dit, sans doute. Mais vous savez, il n'y a pas un milieu de la télévision, il y en a plusieurs, parce que quand j'étais journaliste à la télévision, par exemple, je vivais et je travaillais avec des journalistes. Je ne connaissais pas ou très peu les gens qui s'occupaient du secteur variété, ou je ne connaissais pas ou très peu les gens qui s'occupaient des dramatiques. Il y a la rédaction du journal télévisé. Bon, on arrive le matin, on est au milieu des journalistes, on part le soir, on a passé la journée au milieu des journalistes. Ce sont des milieux assez cloisonnés tout de même. Alors oui, on se connaît parce qu'on se voit à l'antenne. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à la télévision,
qui travaillaient à la télévision à l'époque où j'y étais et que j'avais jamais rencontré de ma vie, parce qu'on travaille pas sur les mêmes plateaux, on travaille même pas dans les mêmes immeubles. C'est dispersé un peu à travers Paris, entre les Buttes Chaumont, la rue Cognac-G, l'avenue de Montaigne. Donc il n'y a pas un milieu de la télévision, il y a différents milieux. Et disons, comme journaliste, je connaissais davantage des journalistes travaillant sur d'autres médias, de radio ou de presse écrite, que d'autres personnes qui travaillaient comme moi à la télévision, mais sur le secteur des variétés ou des dramatiques. Vous regrettez cette époque où vous présentiez les journaux? Vous souhaiteriez la retrouver? Non, l'époque de la présentation des journaux, je ne la regrette pas particulièrement parce que c'est très intéressant de le faire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, j'ai beaucoup appris. Mais quand vous l'avez fait pendant un an et demi, vous en avez fait le tour. Parce que ça devient ensuite assez répétitif. L'actualité change, mais les gestes que vous faites sont exactement les mêmes tous les jours. Donc qu'on le fasse un an ou qu'on le fasse 10 ans, c'est à peu près pareil. En revanche, il y a quelque chose que je regrette parfois, dont j'ai un peu la nostalgie, c'est les reportages. Je faisais des reportages à l'étranger, au Liban, en Égypte, dans les pays du Golfe, à Chypre. Enfin, j'ai surtout travaillé sur ces pays du Proche-Orient. Là, c'est toujours très différent, parce que vous arrivez dans un pays, soit parce qu'il y a une situation d'insurrection, soit parce qu'il y a une visite de chef d'État, soit parce qu'il y a une conférence internationale importante, soit parce qu'il y a des combats. Vous trouvez à chaque fois une situation différente. Vous allez sur des lieux qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y a toujours une très grande découverte. Alors ça, c'est un très grand enrichissement. Et j'en ai parfois un peu la nostalgie. En revanche, la présentation du journal télévisé, on travaille sur des dépêches, on travaille sur du papier, on prend connaissance des événements, mais sans quitter son bureau. Et on a un rythme qui est un peu répétitif. Et pendant les années où je présentais le journal, j'arrivais à mon bureau à la même heure, je le quittais à la même heure. Tandis que les années où j'ai fait du reportage, c'est l'imprévu, on passe des nuits blanches, on prend l'avion alors qu'on ne le savait pas la veille, on se retrouve dans un pays en guerre ou dans un pays en état d'insurrection alors qu'on ne s'y attendait pas 3 jours auparavant. Quand on part, on ne sait pas si on part pour 3 jours ou si on part pour 3 semaines. Il y a une espèce d'improvisation et de fantaisie aussi dans la vie du reporter qui est très, très, très agréable, très, très séduisante. Il est vrai aussi qu'on peut le faire peut-être plus facilement quand on a 27, 28 ans, 30 ans, que passé un certain âge. Je ne me serais pas vu jusqu'à l'âge de 60 ans courir le monde avec mes valises et mon sac de reportage. Il y en a qui le font d'ailleurs. Et vous le feriez aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, la question est tellement théorique. Maintenant, je suis ici avec mes occupations de maire de Toulouse. Peut-être si je n'avais pas cessé, j'aurais continué. En tout cas, c'est quelque chose dont j'ai parfois la nostalgie. J'ai de très très beaux souvenirs de reportage. Des souvenirs de présentation du journal, j'en ai pour ainsi dire pas. Je l'ai fait pendant 2 ans, mais c'était quand même toujours la même chose. Tandis que des souvenirs de reportage, j'en ai une multitude. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Paris pour venir à Toulouse et abandonner ce métier de journaliste pour devenir en fait maire? Je suis toulousain. J'aime cette ville. J'ai vu pendant des années mon prédécesseur, Pierre Baudis, se consacrer totalement à la ville de Toulouse et il m'avait un petit peu communiqué sa passion. Et j'avais toujours, au fond de moi-même, cette idée qu'un jour, je serais peut-être candidat à Toulouse pour demander aux Toulousaines et aux Toulousains s'ils me font confiance et s'ils veulent bien me confier le soin de m'occuper de cette ville. C'est pour moi un peu un rêve de jeunesse, d'enfance. J'ai fait mes études, j'ai appris un métier, je l'ai exercé à l'étranger, en France. Et puis le moment est venu où j'ai pensé que les conditions étaient réunies pour que je me lance dans une nouvelle existence. Je l'ai fait, les Toulousains m'ont accordé leur confiance et depuis 1983, la totalité de ma vie, c'est la mairie de Toulouse. Est-ce que le fait d'avoir été journaliste avant ne vous a pas aidé justement à accéder à la mairie de Toulouse par rapport aux gens, je veux dire? Est-ce que ça m'a aidé? Peut-être. On peut le dire puisque j'ai été élu. Ça aurait pu me desservir également. On aurait pu dire après tout, en quoi est-ce que un journaliste de télévision peut devenir le maire de la ville? Est-ce qu'il a l'expérience nécessaire? Ça aurait pu me desservir. Ça pouvait m'aider. Ça m'aide en tout cas dans mon travail, dans la mesure où, comme journaliste, j'ai un peu appris à m'intéresser à tout. Quand on est journaliste, on est un peu pluridisciplinaire. Il faut pouvoir, surtout là quand on présente le journal télévisé, en une demi-heure, passer de l'actualité économique à l'actualité sociale, aux événements sportifs, aux faits divers, aux informations générales, aux événements de la vie quotidienne. Et le travail de maire, c'est un petit peu ça. Il faut, dans la même journée, et d'heure en heure, passer d'un dossier économique à un dossier social, d'un dossier sportif à un dossier culturel. En cela, donc, c'est une bonne école.
C'est également une bonne école parce que le journalisme, ça consiste avant tout à essayer d'expliquer. Et une dimension importante du rôle du maire, c'est bien celle-là, l'explication. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? Ou pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on le fait tout de suite? Ou pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Quels sont les choix que l'on a à opérer et la raison pour laquelle on retient une solution plutôt qu'une autre? Il y a tout un travail d'explication à faire. Et en cela, sans doute, le fait d'avoir été journaliste facilite un peu les choses parce qu'on a pris l'habitude d'expliquer aux gens des problèmes qui peuvent être très complexes. Quand il faut expliquer en 2 minutes ce qui se passe au Proche-Orient, c'est assez complexe. Bon, ça entraîne, si vous voulez, à pouvoir, en l'espace de quelques secondes, là notre interview est plus longue, mais ça c'était le parti pris du départ, mais ça permet en quelques secondes sur une radio, sur une télévision, on a fait ça, voilà pourquoi on l'a fait. En conclusion, il y a 10 ans, vous étiez reporter de guerre, aujourd'hui vous êtes maire de Toulouse, dans 10 ans, vous serez quoi? Alors ça, Dieu seul le sait. Est-ce que je serai toujours sur cette terre? Est-ce que je continuerai de faire ce métier? Vous avez envie de le continuer? Écoutez, ça me passionne, mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend des Toulousains. C'est un métier qui me passionne. Ou je continuerai de faire ce métier, ou bien, dans combien d'années, j'en sais rien, je reviendrai vers ma profession de journaliste, ou bien je continuerai de faire ce métier encore suffisamment longtemps pour ensuite arrêter et profiter comme chacun de l'âge de la retraite. On verra. Monsieur le maire, je vous remercie.